Donc, le sujet du jour, robot collaboratif, idées reçues et solutions pour des applications sûres. Comment les sujets qu'on va aborder successivement, on va définir quelques points de terminologie et définition. Une partie réglementation et normes. On verra les divers modes de fonctionnement dans l'espace collaboratif. Tel que c'était indiqué dans le titre, on parcourra quelques idées reçues et je vous donnerai quelques réponses à ce sujet-là. Et en dernier point, un petit résumé qui reprendra la méthodologie pour les applications collaboratives sûres. Alors une partie, parce que bien entendu, en 30 minutes, on ne peut pas être complet sur ce sujet-là. Donc, en termes de définition, qu'on va retrouver dans diverses normes associées à ce sujet-là, un robot industriel, c'est quoi? C'est un manipulateur à commande automatique, reprogrammable, multi-application, pouvant être programmé suivant trois axes ou plus. Le manipulateur peut être fixe ou mobile et, point important, destiné à être utilisé dans les applications d'automatisation industrielle. On ne parle pas aujourd'hui des robots de service ou de service à la personne. On parle des applications industrielles. Donc, en termes de réglementation et normes, il existe deux normes, ou du moins une même norme avec deux parties, la ISO 10218-1 et -2, qui informe les exigences de sécurité pour les robots ou robots collaboratifs. Alors, dans la partie 1, c'est une partie qui est plutôt destinée aux fabricants de robots industriels. La partie 2 est, elle, destinée aux intégrateurs, aux fabricants de systèmes de robots, c'est-à-dire que ce sont des installations qui intègrent des robots. Récemment est paru également un autre support normatif qui est le TS 15066, qui est une extension de la norme ISO 10218. Ce qu'on appelle un TS, c'est en anglais Technical Specification. Donc c'est un guide qui va vous permettre de vous donner des recommandations pour la conception sûre des applications de robotique collaborative. Ne pas oublier également que, en termes normatifs, vous devez également, dans l'intégration de robots collaboratifs, utiliser d'autres supports, notamment la EN ISO 12100 pour l'appréciation des risques et pour la mise en place de solutions de protection sur vos équipements, deux normes, l'une ou l'autre, hein, le NISO 13849-1 ou la CEI 62061 sont les normes qui définissent les niveaux de sécurité pour les diverses fonctions de sécurité utilisées, sont communément les PL, hein, Performance Level, ou les FI. Donc, autre point de terminologie qu'on va retrouver dans la norme ISO 10218-1 et -2, ainsi que dans le TS 15066, définition d'un robot collaboratif, c'est un robot conçu spécifiquement pour une interaction directe avec une personne à l'intérieur de l'espace de travail collaboratif. L'espace de travail collaboratif lui-même est défini de cette manière-là, espace à l'intérieur de l'espace de travail dans lequel le système robot, incluant la pièce elle-même, et une personne peuvent réaliser des tâches simultanément pendant une opération de production. Alors ça, c'est un point important, on se place dans le cadre d'une opération de production et non pas dans un autre cadre que celui-ci. Alors, juste pour illustrer le propos que je viens de donner, dans ce dessin ou dans ce slide, où est l'espace collaboratif? On voit ici un robot qui va donc avoir des mouvements dans sa zone de travail. L'espace de travail collaboratif, ici, c'est la zone numéro 1, celle qui est en bleu-blanc rayé. À noter que dans une installation de ce type-là, on a une zone de travail collaborative, mais on a aussi des zones de travail et ce qu'on appelle un espace de travail non collaboratif. C'est-à-dire que le robot peut bouger, l'opérateur peut bouger, néanmoins, l'endroit où ils peuvent intervenir tous les deux, c'est uniquement la partie 1. En 3, rayé jaune et noir, ce qu'on appelle une zone de séparation, c'est cette zone qui permet de maintenir une distance entre l'opérateur et les mouvements dangereux dans le cadre de son travail. La partie blanche qui est à l'arrière, c'est une zone non fonctionnelle, c'est-à-dire que le robot tel qu'il est mis en place ici ne va travailler que dans les zones 2 et 1.
La partie 4 et la partie 3, c'est ce qu'on appelle l'espace contrôlé, en d'autres termes l'espace sécurisé, c'est-à-dire que c'est un espace dans lequel l'opérateur, dans certains cas, ne va pas aller, et s'il y va, il doit absolument être détecté de manière à le protéger. C'est deux points qu'il faut prendre en compte parce que on dit souvent, bon, les robots collaboratifs, on peut travailler sans trop de risques autour. Néanmoins, il faut séparer les diverses zones et auquel cas, il faut interdire l'accès à la zone 4, par exemple, alors soit au moyen de protecteurs, soit d'autres moyens de détection éventuellement. Mais voilà, il faut matérialiser l'espace de travail du robot et les espaces de travail collaboratifs ou non collaboratifs. On verra plus en détail ces points-là un peu plus tard. Alors, dans les normes que j'ai indiquées tout à l'heure, ainsi que dans le TS 15066, sont décrits 4 manières de collaborer avec un robot. La première, c'est ce qu'on appelle un arrêt nominal de sécurité. La deuxième, le guidage manuel. Troisième, surveillance de la vitesse et de la séparation. La quatrième, limitation de la puissance et de la force. On va les prendre les unes derrière les autres pour voir ce qu'elles induisent en termes de mode de fonctionnement dans cet espace collaboratif. Bon, pour la première, arrêt nominal de sécurité correspondant à une catégorie 2 selon la CEI-EN 6204-1. Le principe d'interaction sûre dans l'espace de travail est le suivant. Le robot ne doit pas entrer dans l'espace collaboratif si une personne est présente. Le robot est un arrêt de sécurité surveillé pour autoriser l'interaction. Les principales fonctions de sécurité qui sont mises en œuvre dans ce mode de fonctionnement ici, c'est, en termes de conditions de collaboration, c'est un arrêt de catégorie 2, tel que j'ai indiqué tout à l'heure, qui correspond à, pour les initiés à SS2 SOS dans les normes pour les entraînements EN 61800-5-2. La condition de collaboration 2, c'est un travail en collaboration en vitesse réduite sûre, ce qui correspond là encore à la fonction SLS de la série de normes 61800-5-2. À noter, et ça sera le cas sur la quasi-totalité des modes de fonctionnement, la situation de défaut doit conduire à un arrêt de catégorie 0, et notamment la fonction STO telle qu'on peut le retrouver sur des variateurs. Alors, quel est l'intérêt de ce fonctionnement dans l'espace collaboratif? En termes d'avantages productifs, c'est surtout la reprise automatique du fonctionnement dès que la personne a quitté l'espace de travail. L'espace de travail collaboratif et l'espace de travail contrôlé. La condition essentielle est donc qu'il faut absolument avoir un dispositif de détection de personnes dans l'espace de travail collaboratif pour pouvoir déterminer si la personne a quitté cet espace et donc la reprise du mode de fonctionnement de mouvement du robot. Pour illustrer ce que je viens de dire, une petite illustration, on voit ici une machine et une personne en pleine collaboration dans ce mode de fonctionnement. On a un espace de travail exclusivement opérateur, donc il peut se situer dans cette zone-là. Idem dans la zone 2, l'espace collaboratif se situe en zone 3. À noter qu'on parle d'enveloppe 3D, c'est-à-dire que le robot il peut se déplacer suivant au minimum 3 axes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'espace du travail de robot est une enveloppe 3D, et l'espace de travail collaboratif est par conséquent aussi une enveloppe 3D. Donc les dispositifs de détection, si nécessaire, peuvent aussi reprendre ces dimensions-là. Donc voilà, ça c'est une manière de fixer un peu les idées. Je vais vous donner un autre exemple qui est celui-ci, par exemple. Là, on est dans le cas d'une production flexible. On a une dépose de pièces, on est en arrêt contrôlé, et dès que l'opérateur va quitter l'espace collaboratif, le robot pourra reprendre les mouvements tels qu'ils ont été prévus dans le programme. Bon, c'est une illustration relativement simple, mais ça décrit bien l'arrêt nominal de sécurité. Dans cette situation-là, le robot ne fait aucun mouvement tant que la personne est dans cette zone-là. Deuxième mode de fonctionnement collaboratif, le guidage manuel. Alors, le principe d'interaction dans ce cas est le suivant. Le robot ne doit pas entrer dans l'espace collaboratif si une personne est présente. Le robot est un arrêt de sécurité surveillé pour autoriser l'interaction.
et le guidage manuel est réalisé via un dispositif de commande local sûr. Alors, les fonctions de sécurité, encore une fois mises en œuvre, c'est en termes de conditions de collaboration, c'est un arrêt de catégorie 2 selon la EN 6204-1, typiquement SS2, SOS. Le guidage manuel s'effectue, tel que je l'ai indiqué, en vitesse réduite sûre, donc fonction SLS, et la situation de défaut conduit nécessairement à un arrêt de catégorie 0. Exemple pour illustrer, on verra une illustration un peu plus tard, les avantages et intérêts pour ce type de fonctionnement. C'est encore une fois la reprise automatique du fonctionnement dès que la personne a quitté l'espace de travail collaboratif et encore une fois l'espace contrôlé. Et là aussi, la condition essentielle, c'est qu'on ait un dispositif de détection quelconque, mais néanmoins sûr, dans l'espace de travail collaboratif pour pouvoir assurer le fait d'un redémarrage sans risque. On a aussi l'utilité à utiliser ce type de fonctionnement. Les nouveaux robots collaboratifs permettent de fonctionner de cette manière-là, par exemple pour l'apprentissage des trajectoires. Mais ce n'est pas la possibilité unique. On voit ici, par exemple, dans l'illustration que vous voyez, l'assistance au montage de sièges, par exemple, dans l'industrie automobile, c'est un processus qu'on va considérer semi-automatique. L'opérateur a une commande manuelle pour pouvoir commander les mouvements. Ce robot... bonjour, Emmanuel Renaud, je suis technique. Je suis Emmanuel Renaud, je suis commercial SIC. C'est moi qui va évidemment vous voir. Je voulais juste connaître votre fonction, s'il vous plaît. Alors, vous m'excusez parce que M. Renaud intervient et comme il n'était pas muté, on lui laissera poser les questions par chat un peu plus tard. Voilà, donc je continue ma présentation. Assistance au montage de sièges, donc c'est un processus semi-automatique, commande manuelle bien entendu. Le robot a des limites de position sûres de manière à ce qu'on puisse le maîtriser. Et bien évidemment, le robot est également en vitesse réduite sûre de manière à ne pas générer des situations à risque. Donc c'est un exemple tout à fait intéressant parce qu'on voit que le robot se comporte comme une aide productive pour l'opérateur qui, s'il devait transporter lui-même le siège, serait certainement fatigué et peut-être même non opérationnel au bout de quelques cycles. Autre mode de fonctionnement, alors les chiffres que j'ai, enfin pas les chiffres, mais je les ai indiqués en ABCD, c'est ce qui correspond à ce que vous trouverez dans les normes. La surveillance de vitesse et séparation. C'est un point extrêmement intéressant parce que c'est une des nouveautés dans les nouveaux robots collaboratifs. Ici, une distance de sécurité doit être conservée entre l'opérateur et le robot. La vitesse et la trajectoire du robot doivent assurer le maintien de cette distance de sécurité. Et si la distance de séparation est inférieure à la distance de sécurité, on génère un arrêt de sécurité ou un changement de trajectoire du robot. L'objectif, c'est que, à nouveau, la distance soit suffisante pour assurer la protection de l'opérateur. Alors, les principales fonctions de sécurité qui sont ici mises en œuvre, en termes de conditions de collaboration, c'est la surveillance sûre de la vitesse, fonction SSM. En termes de situation à risque et de séparation, on générera un arrêt de catégorie 2 si la distance de séparation est inférieure à celle qu'elle devrait être. Et en termes de situation de défaut, toujours un arrêt catégorie 0. Les avantages productifs dans cette situation-là, c'est que le robot et l'opérateur vont pouvoir bouger simultanément dans l'espace de travail. La réduction de la vitesse va permettre de réduire la distance de séparation. Et lorsque l'opérateur s'éloigne, donc la distance de séparation augmente, la vitesse du mouvement du robot va pouvoir à nouveau augmenter de manière à gagner en productivité et réaliser les tâches dans un temps beaucoup plus court. La condition essentielle, les valeurs de vitesse et de distance relatives, alors je parle bien de distance relative, puisque le robot bouge et la personne bouge aussi, entre l'opérateur et le robot doivent être déterminées par l'appréciation des risques. On reviendra sur cette appréciation des risques.
qui s'avère nécessaire dans tous les cas quasiment de collaboration. Alors, ici, ce que j'illustre sur ce slide-là, c'est que la distance de séparation ne va pas forcément toujours avoir la même valeur. C'est-à-dire que plus le robot va aller vite, plus la distance de séparation doit être importante, et vice-versa. Si le robot, enfin le mouvement du robot est moins rapide, on va pouvoir réduire cette distance-là. L'opérateur peut lui aller depuis l'extérieur vers l'intérieur ou depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc on a besoin d'avoir en termes de programmation des vitesses, et encore une fois des vitesses relatives qui vont permettre d'accepter l'entrée de l'opérateur dans une zone ou dans une autre. Un point que j'indique sur le slide, tout en haut, espace de fonctionnement collaboratif, non collaboratif. C'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'un robot, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, en termes de travail, on peut avoir un espace de travail collaboratif, mais un espace de travail non collaboratif. Ça ne veut pas dire que le robot ne va pas pouvoir aller dans cette zone-là. Et auquel cas, le point important que je veux souligner ici, c'est que si on est dans un espace non collaboratif, il faut trouver des moyens d'interdire l'accès de l'opérateur à cette zone-là. Donc des dispositifs de protection quelconques, de manière à interdire cet accès. Ou générer un arrêt si l'opérateur, par mégarde, va dans cet endroit-là. Alors des paramètres qui sont importants à prendre en compte, et encore une fois, ce sont des paramètres relatifs. C'est-à-dire que si l'opérateur se recule et le robot avance vers lui, on est dans une situation différente que si l'opérateur et le robot vont dans le même sens. C'est-à-dire que là, on double ou on multiplie, si vous voulez, avec un certain coefficient, la rapidité de la possibilité de toucher le robot. Donc, auquel cas, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres qui sont la vitesse de l'opérateur définie par un certain nombre de normes, mais également les temps de réaction, c'est-à-dire qu'entre le moment où on a une commande de réduction de vitesse ou une commande d'arrêt et le début du freinage, le robot ne va pas forcément réagir immédiatement, donc c'est à prendre en compte. Et si vous devez générer un arrêt, c'est pareil, il faut prendre en compte tout ce qui est les inerties et autres. Tous les temps de réaction et d'arrêt doivent être intégrés de manière à ce que la vitesse et la distance soient surveillées de manière sûre. À noter que les calculs de ces distances-là doivent être effectués dans le cas le plus défavorable, et donc un arrêt de catégorie 2. Un exemple ici pour illustrer le propos et ce type de collaboration. Par exemple, ici, dans ce cas-là, on a une opération de montage de joints. J'indiquerai ce que j'appelle le contrôle de séquence. Donc, dans ce cas-là, le robot apporte la pièce dans l'espace collaboratif. L'opérateur insère le joint dans la gorge. Et puis, lorsque l'opérateur a terminé l'opération, qui va sortir de cette zone-là, le robot va remettre la pièce sur le convoyeur. L'opérateur va donc reprendre un nouveau joint et le robot va pouvoir reprendre une nouvelle pièce, etc. Donc on a une parfaite collaboration entre l'homme et le robot. À noter que si l'opérateur sort de cette zone collaborative, le robot va pouvoir effectuer son travail à une vitesse plus élevée que celle qui serait si l'opérateur entre dans la zone de collaboration. À noter là aussi, c'est pareil, quand on discute de la collaboration homme-robot, on a toujours tendance à imaginer que les deux bougent en même temps, mais dans ce cas-là, le robot est dans une position fixe, de manière à ce que l'opérateur puisse travailler dans un certain confort. Il ne pose pas le joint alors que le robot bouge. Au moment où il pose le joint, le robot est en arrêt. Autre mode de fonctionnement dans l'espace collaboratif, la limitation de la force et de la puissance. Alors le principe d'interaction ici est défini de cette manière-là. On a un contact possible entre le robot et la personne dans des limites acceptables. Ces limites seront définies par la limitation de la force, de la puissance, de la vitesse, et ces limites-là seront fixées en fonction de l'appréciation des risques, qui sera également en fonction des points de contact possibles, des parties du corps qui sont exposées, de la fréquence de contact. On verra un peu plus loin quelques particularités dans ce domaine-là, en termes d'appréciation des risques.
les fonctions qui sont ici mises en œuvre, certaines sont inhérentes elles-mêmes au robot, hein, donc dans les caractéristiques du robot, la limitation de la force et de la puissance. Pour le fonctionnement collaboratif, on a une vitesse maximale sûre ou des vitesses maximales sûres en fonction des cas. Hein, donc c'est des fonctions SMS définies dans les normes EN 61800-5-2. Et la situation de défaut conduit toujours à un arrêt de catégorie 0. Les avantages positifs pour ce mode de collaboration, bon déjà on a un travail de l'opérateur qui est au contact du robot, ce qui permet de gagner en espace et également en temps d'accès aux zones de collaboration. Les conditions essentielles définies par l'appréciation des risques, je l'ai indiqué précédemment, limitation de la force, de la vitesse, de la puissance, si on veut assurer une situation de travail sans risque. Bon, maintenant qu'on a décrit ces quatre modes-là, alors ces quatre modes-là peuvent être aussi combinés, hein, c'est-à-dire que on peut avoir à certains moments une collaboration d'une certaine manière et une collaboration d'une autre manière à un autre moment. Alors on va parcourir quelques idées reçues qu'on voit sur le web et que j'ai lues moi-même sur le web. Donc on voit des choses telles que celle-ci. Avec les robots collaboratifs, les caches de sécurité ne sont plus nécessaires. En effet, ces robots sont parfaitement sûrs. Ce que j'ai lu aussi, suppression des enceintes de sécurité. Il n'y a pas que moi qui ai lu, je suppose que vous avez lu aussi. Et les robots collaboratifs sont intrinsèquement sûrs, ils sont libérés des caches de sécurité. Autre affirmation, on évite ici la mise en place d'enceintes sécurisées. Les fonctionnalités de sécurité du cobot, hein, c'est une abréviation de collaborative robot, étant conçue pour qu'il puisse opérer parmi les humains. Donc là, on va essayer de préciser quand même certaines choses vis-à-vis de ces idées reçues. Première affirmation, le robot est sûr. C'est une affirmation qui est fausse dans la mesure où le robot est lui-même une quasi-machine. Et une quasi-machine ne peut pas satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé. C'est ce qui est indiqué dans l'annexe 1 de la directive machine 2006-42-CE. Certains risques ne pouvant d'ailleurs pas être pris en compte puisqu'ils dépendent de la machine, donc de l'application dans laquelle le robot est intégré. En conclusion, il est faux d'affirmer que le robot est sûr s'il n'est pas évalué dans sa situation de travail et dans son mode de fonctionnement. Deuxième affirmation par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le robot est intrinsèquement sûr. J'ai encore lu ça ce matin sur le web. C'est une affirmation qui est trompeuse parce que, on vient de le voir à l'instant, le robot ne peut pas être sûr. Et en revanche, il y a un apport réel des nouveaux robots collaboratifs qui sont mis à disposition par les divers fabricants du marché, qui sont une conception spécifique qui permet de supprimer ou de réduire les risques. Alors, je ne dis pas qu'elle supprime tous les risques, mais elle les réduit fortement dans certains cas. Quelles sont ces mesures de conception? C'est notamment un système de commande sûr. Niveau PLD, conformément à EN ISO 13849-1. Ça, c'est un gros apport et un gros effort qu'ont fait les fabricants de robots. Ces robots intègrent des fonctions de sécurité telles que les arrêts sûrs, les vitesses sûres, positions sûres, etc. Limitation sûre des mouvements avec la surveillance des axes, buts et logiciels qui permettent de définir ce qu'on appelle un espace restreint. C'est-à-dire que le robot, on va avoir des limitations de mouvement de manière sûre et c'est ce qu'on appelle l'espace restreint. C'est un espace qui est plus petit que l'espace de fonctionnement total. On trouve également des robots qui sont munis avec des éléments mobiles équipés de dispositifs de protection. Alors j'ai mis ça entre guillemets parce on appelle au sens strict de la sécurité, on n'appelle pas ça des dispositifs de protection, mais on fait un raccourci là-dessus. Ils sont revêtus de matière anti-choc. L'intérêt, c'est qu'ils limitent l'impact. Certains de ces robots-là sont aussi munis de dispositifs de protection sensibles à la pression ou électrosensibles, par exemple pour générer des arrêts. Hein, si vous avez visité certains salons récemment, vous avez pu voir ce type de robot, ou vous avez pu voir des vidéos, ou même des démonstrations chez vous. Autre affirmation, sur le web, il n'y a plus besoin de cache de sécurité. Le seul moyen d'être certain qu'on n'en a pas besoin, c'est de réaliser une appréciation des risques.
Je suis David Doucet d'Humain Robotics. Je vais me permettre de nuancer quelque peu vos propos quand même. Si vous permettez, je vous laisserai la possibilité de nuancer mes propos quand j'aurai terminé la présentation. Tel que j'ai indiqué au tout début, là, normalement, vous devriez être, votre son devrait être coupé, mais comme vous avez dû arriver un peu après que j'ai démarré la présentation, votre son n'était pas coupé. Vous aurez la possibilité sans problème de vous exprimer par le chat quand j'aurai terminé. C'est aussi l'intérêt de ce genre de présentation, c'est que la parole est aussi possible. Merci. Ok, donc je continue après cette interruption-là. Je crois que c'est bien aussi d'avoir des fabricants de robots qui vont nous donner leur point de vue. Alors, cette appréciation des risques, elle est à mener non seulement pour le fonctionnement collaboratif, mais également pour le fonctionnement non collaboratif. Dans une application, on peut trouver des parties ou des zones dans lesquelles le travail s'effectue d'une manière ou d'une autre. Et l'appréciation des risques est à mener dans tous les modes de fonctionnement. Il faut également faire très attention aux zones de transition, c'est-à-dire que la possibilité de passer pour un opérateur d'un mode de fonctionnement dans une zone de fonctionnement collaboratif à une zone de fonctionnement non collaboratif. Alors, quels sont les éléments qui seront à prendre en compte pour l'appréciation des risques? Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour tous les modes de fonctionnement tels que j'ai décrits précédemment. Ce sont les parties du corps qui sont exposées. C'est pas la même chose de prendre un choc ou de se faire bousculer sur la tête que sur un pied. Le deuxième point, c'est la fréquence d'exposition. C'est-à-dire qu'un choc unique peut ne pas occasionner de blessures graves, mais la répétition de ce choc peut occasionner des lésions plus graves. Deux points qui sont également indiqués dans les normes, ce sont ce qu'on appelle les contacts quasi-statiques ou contacts transitoires. Si vous voyez sur l'illustration sur le slide, dans le premier cas, contact quasi-statique, vous avez le robot qui rentre en contact avec la personne, mais la personne ne peut pas se reculer, elle est coincée entre le robot et un mur ou un obstacle physique. Dans le deuxième cas, on a ce qu'on appelle un contact transitoire, c'est-à-dire que le robot entre en contact avec la personne, mais le choc peut permettre dans l'élan à la personne de se libérer du contact, et auquel cas on va avoir une atténuation du risque par le fait que la personne puisse se reculer, ce qui n'est pas du tout le cas dans le premier cas en contact quasi-statique. Bon, ça, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte dans cette appréciation des risques. Sur tous les modes, il existe un certain nombre de risques, coupure, écrasement, etc., choc. Ce qu'il faut dans ce cas-là prendre en compte, c'est les outils, les préhenseurs et les pièces. Un objet contendant, ici j'ai matérialisé ça, une épée ou une plume. Quand vous êtes choqué ou en contact avec cet objet-là, ça ne va pas faire le même effet. De même, si le poids de la charge, si elle fait 10 kg ou 100 kg, ça ne va pas occasionner les mêmes blessures. Les points évidents à prendre en compte, c'est les caractéristiques du contact, avec quelle force, avec quelle vitesse, quelle puissance. Et donc, pour faire une rapide conclusion, attention à ne pas vous méprendre, en demi-heure, on ne fait pas le tour de la question. Ce que je pourrais vous donner comme recommandation en 5 points pour réussir une application sûre et productive. En premier lieu, vous avez de voir avec l'aide du fournisseur de systèmes robots, c'est de choisir la manière de collaboration qui est la mieux adaptée à ce que vous souhaitez faire. En deuxième point, vous devrez bien évidemment définir et identifier de manière très visible l'espace de travail collaboratif à l'intérieur de l'espace contrôlé. Bien évidemment, et je l'ai redit à plusieurs reprises, une bonne analyse, une bonne appréciation des risques est la clé de votre tranquillité, de votre productivité. On a toujours un travail beaucoup plus productif quand on se sent sûr et sans risque dans son espace de travail. Encore une fois, parfois, c'est des choses simples à dire, mais ne dépensez pas plus qu'il n'est nécessaire, mais dépenser trop peu peut coûter parfois plus cher. D'une part, parce que ça peut engendrer des risques pour vos opérateurs, mais également parce que la productivité peut en souffrir. Et si vous ne savez pas, ou si vous n'avez pas l'habitude ou l'expérience
pour réaliser une appréciation des risques d'une application collaborative, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour vous aider à la réaliser. Il aura aussi besoin de votre concours pour que vous puissiez l'expliquer comment vous travaillez. Donc j'en profite pour vous indiquer que chez SIC, on est en capacité, on a l'expérience de ces processus-là. On peut vous proposer soit des formations ou des séminaires, également des prestations de consulting et d'engineering, que ce soit pour des opérations d'appréciation des risques, des inspections réglementaires, etc. On est tout à fait en capacité de vous apporter le meilleur support dans ces domaines-là. J'espère que vous avez apprécié, alors j'allais dire notre conversation, c'est pas le cas puisqu'il n'y a que moi qui peut parler, ou du moins vous ne pouvez pas m'entendre. On a enregistré cette conférence, vous pourrez à l'issue de celle-ci la retrouver sur notre chaîne YouTube, également d'autres animations de SIC. Et si vous souhaitez vous informer plus avant sur nos prestations en termes de consulting et notamment d'appréciation des risques, n'hésitez pas à nous rappeler. Quand on vous enverra la présentation, vous aurez, à l'issue du webinaire, vous aurez nos coordonnées ainsi que mon adresse email. Voilà, donc là j'en ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions, maintenant c'est le moment. Donc vous pouvez me les adresser, enfin nous les adresser via le chat. Donc je suis à votre écoute, ou du moins à votre j'ai possibilité de lire vos questions dès maintenant.